On a aussi l'impression qu'il y a une augmentation des malformations, mais il faut tenir compte qu'en 30 ans, on a découvert l'écho, le scanner, l'IRM, etc. Mais il semble bien y avoir une augmentation. Et puis, on n'était pas du tout un service spécialisé dans les pathologies cancéreuses, mais on avait quand même vraiment l'impression qu'en particulier les leucémies et les tumeurs cérébrales ont nettement augmenté pendant cette période. Enfin, parallèlement, au niveau de la maternité, la procréation médicalement assistée se développe. Et donc, tous ces changements, qui peuvent difficilement être expliqués en dehors de causes dues à l'environnement, et c'est pour ça que j'ai commencé à me demander ce qui se passait. Il est évident qu'on comprend très vite qu'il n'y a pas qu'une seule cause, mais que c'est une succession de causes. Et l'épigénétique apporte vraiment un début d'explication pour un peu mieux comprendre l'équilibre naturel dont l'homme fait partie quand même s'il est le plus nuisible. Alors, pour résumer un peu tout ce qu'on vient de voir, vu par un clinicien, il y a l'environnement au sens très large, que ce soit le climat, la nutrition, les comportements, les toxiques, etc., qui vont émettre des signaux transmis, on ne sait pas très bien d'ailleurs comment, au niveau du cytoplasme, qui vont agir au niveau du noyau. Et certes, il va y avoir des méthylations au niveau des cytosines, phosphoguanosines de l'ADN, il va y avoir tout le code histone, mais il faut tenir compte qu'entre les deux, il y a des facteurs de transcription qui sont extrêmement nombreux, toute une chaîne de facteurs de transcription qui peuvent agir, et en particulier entre l'événement extérieur et ce qui va se passer sur la région régulatrice. Cette région régulatrice, donc, va agir soit sur le génome lui-même, soit en fabriquant des ARN non codants, ce qu'on vient de vous expliquer, qui vont, eux, interférer avec l'ARN messager. C'est quand même tous ces facteurs de transmission qui, le plus souvent, vont faire la spécificité des modifications épigénétiques, et qui sont très complexes et loin d'être tous connus. On voit que dans le génome, la part, dans la molécule d'ADN, la part du gène, chez nous, ça n'est que 2% de la molécule d'ADN. On avait beaucoup entendu parler, en effet, de thérapie génique, etc. Puis quand on a fait le code génétique et qu'on s'est aperçu qu'avec 2% de l'ADN qui étaient des gènes, à quoi servaient les 98% qui restent? Et ce qui fait notre particularité, ce n'est pas le nombre de gènes, mais c'est justement le fonctionnement de ces gènes. Une image, si vous voulez, pour représenter ça, que j'aime bien, c'est on pourrait considérer que le code génétique, c'est un peu comme les touches d'un piano à 23 000 touches, puisqu'il y a 23 000 gènes, et que l'épigénétique, c'est ce qui décide de la partition qui est jouée avec ce piano. Chaque gène pouvant être présent, mais non sans s'exprimer, éteint, quoi, ou bien au contraire, s'exprimer. Donc, on est dans quelque chose d'extrêmement compliqué. Et ce qui fait notre particularité, c'est que vous voyez que la part de l'ADN non codant est beaucoup plus importante que chez les plantes ou les vers ou les levures. Alors, ceci est une abeille. On peut même dire que c'est une ouvrière pleine de pollen. Et ceci est une reine qui est un peu plus grosse, qui a la particularité de vivre 2 à 3 ans, de passer son temps à pondre, pouvant pondre 2000 œufs par jour, c'est-à-dire l'équivalent de son poids, alors que l'ouvrière ne vit que quelques semaines, au maximum 6 mois, et pourtant c'est le même génome au départ. C'est le même génome, et la différence existe dès la sortie de l'abeille de son alvéole. Donc c'était un modèle extraordinaire pour essayer de comprendre comment la nutrition pouvait jouer pour donner 2 modèles aussi différents, une reine qui vit 3 à 5 ans et une ouvrière qui vit quelques semaines. La seule différence entre les deux, c'est que l'ouvrière est nourrie par 3 jours de gelée royale et 6 jours de pollen et de nectar.
alors que la reine est nourrie pendant 8 jours par de la gelée royale. Donc, c'était intéressant d'aller étudier l'effet de la gelée royale sur le fonctionnement épigénétique. Ce qui a été fait, et il y a une substance qui n'est pas identifiée, à ma connaissance encore, dans la gelée royale, mais cette substance agit sur 560 gènes au niveau des 10 000 gènes de l'abeille. 560 gènes qui sont, où il y a une inhibition de la DNA cytosine méthyltransférase, et donc des gènes qui vont s'exprimer alors qu'ils ne s'exprimaient pas chez les ouvrières qui n'ont pas eu de la gelée royale pendant une durée suffisante. On voit quand même qu'un effet nutritionnel peut avoir des effets considérables, mais en plus il agit sur des centaines de gènes, voire des milliers de gènes. Et on ignore totalement comment sont choisis ces 560 gènes sur les 10 000. Mais il faut quand même bien se souvenir que beaucoup de modifications épigénétiques touchent d'un seul coup des centaines ou des milliers de gènes. Et donc, souvent, les études parlent un peu d'un gène, mais oublient tout ce qui peut se passer autour, quoi. Donc, c'est compliqué. Et on va partir comme ça, pour essayer de comprendre et se convaincre. Personnellement, je trouve que c'est intéressant de partir de choses assez simples, puis d'aller de plus complexes, et puis d'essayer de faire une analogie avec ce qui se passe chez l'homme. On a retrouvé en effet chez les rats que si on soumettait ces rats à des régimes hyper gras pendant la grossesse, il y avait un effet qui était sur le poids, un retard de croissance intra-utérin, une hypertension, un surpoids. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet effet se transmet à la 2e génération, même si, au niveau de la... Je vois pas le... Oui. Donc, il y a la 1re génération, les rats qui sont soumis à un régime hyper gras. Les filles sont divisées en 2 séries, celles qui sont encore soumises à un régime hyper gras et celles qui sont soumises à un régime normal. Et on voit que dans les descendants, on retrouve encore les mêmes anomalies qui avaient été décrites chez les rats soumis au régime hyper gras. Un autre élément aussi de régime, on vient de vous en parler en fait, c'est le gène agouti, c'est-à-dire qu'une rate qui est soumise pendant sa grossesse à un régime carencé en méthyle, le promoteur du gène agouti va se retrouver déméthylé, du coup le gène agouti va s'exprimer et ces souris vont être d'une couleur différente, et en même temps ce gène agouti favorise aussi le diabète, l'obésité et le cancer. Donc le seul fait d'avoir été nourri avec plus ou moins de méthyle pendant la grossesse, et les méthyles étant apportés par exemple par les folates, on voit qu'un seul élément nutritif comme ça peut avoir des effets sur plusieurs générations. Enfin, sur au moins une génération. On peut se demander évidemment ce qui se passe aussi pendant les diabètes gestationnels. Il y a de plus en plus de grossesses avec des diabètes gestationnels. Est-ce que ça va induire, alors je pense qu'on en reparlera avec le diabète plus tard, mais en gros, il semble bien quand même que s'il y a des diabètes gestationnels, dans les descendants, il y a également plus de diabète gestationnel, mais par contre pas plus de diabète de type 1. On rapproche ceci des espèces d'épidémies de syndrome métabolique chez l'homme. Ce syndrome métabolique qui associe une résistance à l'insuline, une diminution des cholestérols et un état inflammatoire et thrombotique dont on voit qu'il augmente considérablement. Et on peut vraiment se demander si ces troubles-là ne prennent pas racine pendant la programmation fœtale et postnatale, comme on vous l'a déjà dit depuis ce matin. Par exemple, il y a une stricte corrélation entre la déméthylation du gène promoteur de la leptine. À partir du moment où il est déméthylé, il va s'exprimer, et du coup une différenciation des préadipocytes en adipocytes. Si on a nourri une souris avec un régime cafétéria, on observe des altérations de son ADN. Et ce
ce qui est très important, c'est cette notion de fenêtre, c'est-à-dire qu'il y a des moments précis au cours du développement fœtal où une carence en apport qualitatif ou quantitatif va entraîner une altération de la méthylation de l'ADN et de l'acétylation des histones et va avoir un effet qui sera irréversible une fois que cette fenêtre thérapeutique sera passée. Alors il y a les études épidémiologiques, on vous en a déjà parlé, qui... Ça, c'est une chenille phalène brumeuse, bon, sur sa feuille de chêne. Ça, c'est une mésange charbonnière qui a mangé la chenille. Il faut dire que pour l'instant, les choses sont bien faites. Il y a une jeune feuille de chêne qui éclot, qui pousse juste avant que la chenille soit là. Elle mange sa feuille, et une fois que la chenille est bien dodue, elle nourrit la mésange. Le problème, c'est qu'avec le changement climatique, les effets vont être variables suivant les espèces végétales et aussi animales. Par exemple, les espèces végétales, en gros, vont avoir une fenêtre printemps, et dans cette fenêtre printemps, ils vont se fier à la chaleur. Alors que les animaux, c'est variable suivant les espèces, et ceux qui ont une température régulée ne se régulent que d'après la durée du jour et de la nuit pour déclencher les mécanismes physiologiques. Chacun de ces mécanismes physiologiques au niveau du printemps, au niveau de la chute des feuilles, etc., correspondent à des activations épigénétiques des gènes. C'est ces modifications épigénétiques qui vont entraîner le fait qu'un gène se met en action ou bien au contraire s'éteint. Et c'est ça qui va donner les saisons. Le changement climatique, c'est probablement le principal risque qui nous menace. On parle beaucoup des phénomènes météorologiques, mais probablement plus grave et impossible à étudier vraiment, ce sera les ruptures de l'équilibre du vivant. À partir du moment où on va modifier la température, on va modifier les rythmes biologiques de façon différente suivant les espèces, et on va aboutir à des espèces qui vont être favorisées, qui vont proliférer, d'autres espèces qui vont diminuer, y compris les agents pathogènes qui nous rendent malades. Et on peut se demander si ces espèces d'épidémies virales qui n'arrêtent pas d'augmenter depuis 30 ans ne sont pas quand même liées à ça. Mais il n'y a pas d'études là-dessus. Ceci est une arabette des dames. Cette arabette des dames est en fleurs, comme vous le voyez. Vous pouvez en déduire qu'elle a eu froid pendant l'hiver, qu'elle a été à moins de 3 degrés pendant plus de 3 semaines. Sinon, elle ne fleurirait pas. C'est très important ce qui se passe au niveau du plant parce que elles auront beaucoup de mal à s'adapter, elles, au changement climatique, étant donné qu'elles ont quand même une mobilité limitée. Donc cette plante a un gène Ce gène, qui s'appelle le gène FLC, est répresseur de la floraison. Si jamais la plante est soumise au froid, il y a sécrétion d'un antisens qui va inhiber ce gène. Et du coup, il va pouvoir s'exprimer, il va être inhibé, et du coup, la floraison va pouvoir avoir lieu. Alors tout ceci se passe avec des mécanismes épigénétiques qui commencent à être bien étudiés, en particulier pour la synthèse de l'antisens, il faut quand même qu'interviennent des ARN non codants, des protéines du complexe polycombe. Il y a toute une chaîne, donc il ne faut pas résumer ça, si vous voulez, on met un peu de méthyle ou on enlève un peu de méthyle. En fait, il y a toute une chaîne de facteurs de transcription qui vont permettre à un événement extérieur de pouvoir modifier l'action d'un gène. Il faut faire attention parce que ce qu'on observe comme ça expérimentalement sur une plante très jolie, mais ça peut se produire
sur le blé, l'orge, etc. Et ça peut avoir des conséquences absolument considérables sur le plan nutritionnel dans le monde. Alors lui, il est assez extraordinaire. C'est un petit calamar des îles Hawaï. Quand il nage dans l'eau comme ça, avec le soleil au-dessus, ça fait une ombre, et du coup le prédateur le repère, et il a tendance à aller le bouffer. Il a inventé un système de défense extraordinaire. Il a dans le ventre des bactéries luminescentes. Il laisse proliférer ces bactéries. Ces bactéries émettent une substance chimique, un peptidoglycane, et lorsqu'il y a un certain taux de cette substance, ça active un gène de la bactérie, et elle devient le gène de la luciférase, et elle devient luminescente. Bon, ça montre déjà qu'il y a des échanges chimiques qui font qu'en fonction du taux de bactéries, vous allez avoir activation d'un gène. Mais là où ça va beaucoup plus loin, c'est que ce calamar a un gène responsable qui enregistre les variations nictémérales, le gène ESRIL. Eh bien, ce gène, au lieu de se fixer sur le rythme de la lumière du jour et de la nuit, il s'est fixé dans son fonctionnement sur les périodes de luminescence des bactéries. Bon, alors à partir de là, il y a eu des expériences de fait. Si on prend ce calamar et qu'on le met à la lumière bleue et qu'on étudie son gène responsable des rythmes nictéméraux, enfin qui enregistre les rythmes nictéméraux, mais que sans bactéries, eh bien ce gène ne fonctionne pas. Il est éteint. Si on le met avec une bactérie qu'on a modifiée génétiquement pour qu'elle ne soit plus luminescente, à ce moment-là, le gène fonctionne en fonction du rythme du jour et de la nuit. Ce qui veut dire que chez cet animal, pour qu'un gène fonctionne, il faut qu'il y ait une bactérie qui émet un facteur qui joue un rôle et qui permet le fonctionnement du gène. C'est un exemple qui est assez bien décrit dans la publication, qui démontre que la bactérie est nécessaire au fonctionnement d'un gène. À partir de là, il y a en particulier chez nous un gène CLOCK qui est contrôlé par le rythme nictéméral. Et ce gène joue un rôle au niveau de l'épithélium et du système immunitaire intestinal. On a en nous un microbiote intestinal qui est fait de 2 kilos à peu près. Ben non, parce que je vois rien là-bas. Non, je vois rien du tableau. Ouais. Ouais. Bon, ce microbiote intestinal, qui est fait donc de 2 kilos de gènes, 100 milliards de bactéries, 4 millions de gènes. Jusqu'à maintenant, on n'avait jamais pu le mettre en culture. C'est pour ça que ça n'avait pas été bien étudié. Mais maintenant, sans le mettre en culture, on peut étudier tous les ADN de notre microbiote, c'est-à-dire des germes qu'on a dans l'intestin. In utero, il y a une tolérance immunitaire. Le fœtus produit des lymphocytes T régulateurs natifs qui lui permettent de reconnaître ses propres cellules et de tolérer les cellules maternelles. À la naissance, il va y avoir une colonisation. Déjà, c'est pas pareil si on est colonisé après une césarienne, on sera colonisé par des germes de la peau, ou si on est colonisé par les germes au niveau vaginal. Manifestement, cette flore commensale joue un rôle très important, et en particulier chez les animaux, on a démontré que certaines bactéries spécifiques jouent un rôle. Ils sont reconnus par un récepteur particulier, transportés jusqu'aux cellules, par les cellules dendritiques, pardon. Elles sont transportées jusqu'aux cellules des plaques de Peyer et ça va activer les lymphocytes natifs pour les transformer en cellules de Treg qui vont permettre une tolérance immunitaire. Et il s'instaure en nous une tolérance immunitaire vis-à-vis de ces bactéries. Cette flore microbiote, elle est très variable. Elle est variable, pas très variable, elle est variable les 2 premières années et puis elle est constante après. À partir de l'âge de 2 ans et pendant toute sa vie,
on a comme ça une flore assez constante et avec des grands types d'entérobactéries. Il faut prendre en compte notre part microbienne pour comprendre l'interaction entre notre génome et la métagénome intestinal. Chacun a son microbiote, donc, avec des grands types qui ont été décrits. Certains ont un microbiote avec plus de Bacteroides, d'autres plus de Prevotella, d'autres plus de Ruminococcus, peu importe. Alors, on se demande s'il n'y a quand même pas des gens qui ont un microbiote perturbé, un espèce de dégât écologique individuel, hein, qui fait qu'ils ont en eux un microbiote perturbé qui joue un grand rôle dans leur fonctionnement génétique. Il y a des expériences qui ont été faites qui sont très impressionnantes, hein. Si on prend une souris obèse et elle a un certain microbiote et qu'on transfère ce microbiote sur une souris non obèse, ça la transforme en souris obèse, à apport identique, hein. Si vous prenez une souris sans microbiote, elle a un comportement particulier. Quand on lui soumet un stress, au lieu d'être prudente, elle se jette face au stress. Bon, et si cette souris sans microbiote, vous lui mettez un microbiote, elle redevient prudente. Ça modifie son comportement. Si on transfère le microbiote de souche de souris agressives à des souris pacifiques, on les rend agressives. Donc, non seulement ce microbiote joue sur le fonctionnement, alors peut-être qu'on en reparlera, des gènes au niveau neurologique, mais aussi elle joue un rôle important sur les sécrétions des cellules intestinales et sur le développement du système immunitaire. Alors évidemment, pourquoi pas transférer le microbiote, ça a été fait, hein, chez des gens qui avaient des déficits extrêmement sévères avec des infections à Clostridium difficile. On leur passait 1 ou 2 litres de matière fécale par gavage ou par colonoscopie et on les guérit. Et il y a des types qui publient ça en particulier en Australie et en Suisse. Donc il y a une interaction, et ça c'est très intéressant quand même, entre les bactéries qu'on héberge et le fonctionnement de notre génome. Tout ça demande à être approfondi, étudié, etc. Mais c'est quand même une voie nouvelle. Alors évidemment, il y a de très nombreuses études dont on a déjà parlé sur le fonctionnement épigénétique et les substances chimiques. Donc de nombreuses substances donnent des modifications démontrées de la méthylation des histones, enfin tout le code histone, de la méthylation du cytosine phosphoguanosine, des micro-RNA. Mais il faut quand même se rendre compte que c'est très difficile de faire une relation entre ces effets épigénétiques, les facteurs environnementaux et une maladie. Parce que ces modifications épigénétiques, comme je vous l'ai dit, elles peuvent toucher des centaines ou des milliers de gènes à la fois. Elles peuvent être transitoires ou transmises. Elles peuvent toucher certains types cellulaires et pas d'autres. Donc c'est quand même difficile à interpréter, hein. Et en plus, ces modifications, on peut discuter de savoir si elles sont cause ou conséquence de la maladie. Enfin bon, il y a des tas de publications sur les relations observées entre des tas de toxiques, dont les métaux, dont les chloroéthylènes, tout ça, et les modifications épigénétiques. Ceci, il faut aussi bien tenir compte que en Chine, par exemple, sur 20 pesticides, il y a en moyenne 4,6 pesticides dans le cordon ombilical, sur 20 recherchés, et les Chinois, ils ont fait une petite... Ils considèrent que plus il y a de pesticides, plus le poids de naissance est petit, et ils ont chiffré à 37 grammes de moins par pesticide. Mais enfin, c'est pas significatif à mon avis, mais il y a au niveau du placenta quand même une grande labilité épigénétique, des gènes placentaires soumis à empreinte sous l'effet de facteurs environnementaux.
Sur les cancers, on en a déjà parlé. Alors après, il y a la transmission des caractères épigénétiques. En fait, on vient déjà de vous en parler, mais c'est vrai que cette drosophile a des yeux rouges. Celle-là, il paraît qu'elle a des yeux jaunes, il faut me croire. Et ça correspond au fait qu'il y a un facteur de transcription chez la drosophile qui inactive les gènes, dont celui de la couleur des yeux. Et si vous soumettez à des chocs thermiques pendant le développement embryonnaire, il y a ce facteur de transcription se détache de l'ADN et les gènes peuvent s'exprimer, ce qui fait que du coup, elle va avoir des yeux jaunes. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on fait un choc thermique, la couleur est transmise à la génération suivante et pas après. Et plus on fait de chocs thermiques, plus c'est transmis sur de nombreuses générations. Il peut y avoir aussi des transmissions par paramutation, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, par exemple, sur le maïs, il y a un gène qui donne des tiges très foncées. Et si le gène est inactif, il y a des tiges claires. Et quand on fait une hybridation, les tiges sont toujours claires. C'est-à-dire qu'il y a un seul des allèles qui s'exprime lorsqu'on fait une hybridation. Et on ne sait pas très bien comment, mais très probablement les micro-ARN jouent un rôle important. On vous l'a dit, chez les rats, c'est transmis jusqu'à la 4e génération. Est-ce que ça peut devenir héréditaire par la suite? C'est évidemment un grand débat, mais là, il nous manque tout à fait quelque chose pour savoir comment on peut passer d'une modification épigénétique à une modification vraiment génétique qui inscrit dans le code, en quelque sorte, des événements survenus pendant la vie d'un individu. Pour l'instant, il nous manque vraiment quelque chose pour comprendre. Là. Néanmoins, on a observé, par exemple, l'abeille passe par des différents stades. Et ces stades correspondent à des fonctionnements épigénétiques différents. Elle sort de son alvéole, elle va être nettoyeuse, elle va être nourrice, elle va être... et à chaque fois, ça correspond à des anomalies, et puis des modifications épigénétiques qui font qu'elle a des comportements différents. Entre parenthèses, c'est quand même intéressant parce que ça prouve que tout est programmé. Hein. Il y a déjà les différents comportements qui sont programmés et qui sont déclenchés par l'environnement. Eh bien, cette abeille, en cas de stress, on a pu étudier qu'il y avait 300 à 400 gènes qui modifiaient leur expression quand il y avait un message d'alerte générale. Et il y a une abeille africaine qui a la caractéristique d'être particulièrement agressive. Et elle a en permanence ces 300 à 400 gènes qui sont activés en quelque sorte. Donc c'est comme une modification transitoire qui est devenue permanente, avec un mécanisme qu'on ignore. Oui, donc les différents métiers de l'abeille correspondent à des changements génétiques et c'est réversible. C'est-à-dire que l'abeille, elle va butiner, et puis si tout d'un coup il n'y a plus de quoi la nourrir, elle redevient nourricière, et à ce moment-là, au niveau épigénétique, on voit que les gènes qui étaient activés pour devenir butineuse, c'est réversible, et elle reprend son espèce de constitution épigénétique correspondant à son rôle de nettoyeuse, si elle redevient nettoyeuse, par exemple. Alors comment expliquer que l'expérience devient génétique et comment le génétique empêche de tenir compte de l'expérience? C'est un grand débat. C'est sûr qu'il y a intrication entre les deux, c'est-à-dire que des cytosines méthylées sur l'ADN peuvent entraîner des mutations, ou en tout cas favoriser des mutations. Inversement, une mutation qui touche la cytosine change la capacité à être méthylée. Mais il y avait des expériences qui étaient assez intéressantes sur l'Escherichia coli. Ici, il a un gène de lactase. Si il est dans un milieu où il n'y a pas de lactose, le gène ne fonctionne pas. Si on lui met une forte dose de lactose, il est induit pendant 150 générations. Et si on met une faible dose, il n'est pas induit pour la génération suivante. Donc la dose, quand même, joue sur la façon dont sont activés les gènes.
Oui, il faut faire attention dans les effets transgénérationnels. Par exemple, il y a des discussions qui n'en finissent pas, mais pour ce qui s'est passé au Vietnam, les femmes enceintes qui avaient reçu des défoliants, la femme enceinte elle-même, elle était pas, enfin, elle avait des signes d'irritation, mais l'enfant, quand à la naissance, on n'a pas observé beaucoup de malformations, mais quand ces enfants-là ont eu des enfants, alors eux, ils sont atrocement mal formés. Donc il a fallu 3 générations pour se rendre compte de l'effet d'un événement de l'environnement survenu chez une femme enceinte, parce que ça a atteint le fœtus, quoi. Il y a aussi des observations qui sont troublantes sur un peu comme si les modifications épigénétiques pouvaient jouer un rôle dans la résilience des descendants. Et résilience, cette capacité à résister à un événement extérieur a priori traumatisant. Par exemple, si on provoque une fibrose hépatique chez des rats mâles, avec du tétrachlorure de carbone, on constate qu'ils transmettent, et uniquement à leur fils, on ne sait pas pourquoi, une capacité à résister à ce toxique. Au niveau des hépatocytes du rat, il y a une méthylation du DNA et des modifications des histones au niveau de la régulation de certains gènes, ce qui réduit au silence d'autres gènes qui jouent un rôle dans l'activation des cellules stellaires. Les cellules stellaires, c'est ce qui fabrique la fibrose. Eh bien, on observe que ces modifications épigénétiques sont transmises au fils du rat intoxiqué, qui du coup, lui, va aussi mieux résister à ce toxique. Est-ce que ce sera transmis sur de nombreuses générations? On n'en sait rien. Quelle est la nature du facteur émise par les cellules stellaires? On ne sait pas. Mais il y a eu quand même démontré dans la publication que c'est les cellules stellaires qui émettent une substance transmise par le sérum et qui va entraîner les modifications épigénétiques au niveau des spermatozoïdes. Évidemment, à chaque fois qu'on parle de modifications épigénétiques, on peut dire qu'il y a un espoir thérapeutique, parce qu'on se dit, puisque c'est juste méthylé, on va déméthyler, etc. En fait, c'est probablement quand même beaucoup plus complexe que ça, hein, et espoir peut-être, mais par contre, les micro-RNA, eux, peuvent jouer un rôle. Et vous savez qu'il y a déjà une application, hein, c'est la dégénérescence maculaire, sa forme humide, où il y a un gène tout d'un coup qui, avec l'âge, se met à s'activer, à entraîner une prolifération des vaisseaux. Et en injectant intraoculaire un ARN interférent, on inhibe ce gène et la prolifération des vaisseaux diminue. Ça a des résultats parfois spectaculaires. Ce qui est très intéressant, à mon avis, déjà dans ce que nous apporte l'épigénétique, c'est vraiment la démonstration de 2 choses très importantes. C'est la fenêtre de sensibilité et c'est la période de latence dont on a déjà parlé ce matin. Ce qui compte quand on est exposé à une substance pour les maladies chroniques, ce n'est pas la dose, c'est le moment. Et des doses faibles peuvent avoir des effets irréversibles à long terme. Alors ça a été démontré par des tas d'expériences, en particulier chez les rats, quand on provoque un diabète à différents moments de la gestation. Eh bien, si on provoque ce diabète de J-5 à J+7 par rapport à la conception, ça va donner une macrosomie. Donc la programmation de la macrosomie, elle est quand même dans une fenêtre très précise. Si on perfuse du glucose à des rats pendant la dernière semaine de grossesse, eh bien, les descendants vont développer une intolérance au glucose, alors que les premiers-nés n'ont rien. D'autres fenêtres d'action, on en a, non peut-être pas celle-là, la leptine sécrétée par les athybocytes et qui contrôle la régulation de la prise alimentaire a un rôle trophique sur certains neurones de l'hypothalamus. Ce rôle ne s'exerce que pendant une fenêtre très étroite de la période néonatale. Au-delà de cette limite, la maturation achevée est irrécupérable. C'est très compliqué. Par exemple, il y a eu des expériences de fait, si on donne de la dexaméthasone,
qui passe le placenta chez l'animal. Si on donne de dexaméthasone pendant toute la grossesse, vous avez un retard de croissance intra-utérin, une hypertension 5 mois à 2 ans après. Si vous donnez la dexaméthasone que la dernière semaine, vous avez juste une petite diminution du poids de naissance, une légère hypertension. Si vous le donnez la première semaine, vous n'avez pas d'effet. Si vous le donnez entre J13 et J17, vous avez un retard de croissance, etc. Donc manifestement, les expériences ont montré sur des modèles animaux que suivant la période à laquelle on est exposé, ça a un effet différent. Ce n'est pas tellement étonnant puisque ça correspond aussi au développement embryologique des différents organes. Si vous perturbez le développement du rein, vous allez avoir plus d'hypertension plus tard. Pour le comportement aussi, il y a des moments, je pense qu'on en reparlera peut-être. Si une mère rate augmente ses soins maternels pendant une période très étroite après la naissance, il y a une déméthylation du promoteur du gène du récepteur des glucocorticoïdes dans l'hippocampe. Cette déméthylation persiste à l'âge adulte, ça s'associe à des modifications de l'acétylation des histones et ça correspond à une meilleure réponse au stress à l'âge adulte. Et donc, s'il n'est pas léché au bon moment, ce récepteur ne sera pas activé et toute sa vie, il sera plus sensible au stress qu'un autre. Et il y a des gens qui ont été étudiés les cerveaux des personnes décédées par suicide et on a montré que celles qui avaient été victimes d'abus sexuels dans l'enfance, on a retrouvé un gène du récepteur aux corticoïdes bloqué par une méthylation de l'ADN dans les neurones de l'hippocampe. Donc quelque chose de similaire avec ce qui avait été trouvé expérimentalement. Alors c'est vrai que chez les animaux, si on injecte un inhibiteur de l'histone désacétylase, on efface les différences épigénétiques. Alors de là en déduire qu'il y a des espoirs thérapeutiques, il ne faut peut-être pas être trop optimiste. Il y a aussi une étude très troublante ils ont été élevés des poissons dans de l'eau du robinet qui contient des doses infimes d'antidépresseurs. Et ils ont constaté que ces poissons, d'abord ils n'avaient pas un comportement comme les autres. Au lieu de tous partir dans le même sens quand il y avait un stress, ils ne partaient pas dans le bon sens. Et ils ont constaté aussi qu'il y avait des altérations épigénétiques correspondant sur 324 gènes. Et ils ont retrouvé là des gènes qui sont souvent considérés comme des gènes pouvant jouer un rôle dans l'autisme idiopathique. Tout ça nécessite beaucoup de précision et tout, mais c'est quand même des articles qui sont assez sérieux et qui montrent que des doses absolument infimes peuvent avoir un effet sur de nombreux gènes au niveau du cerveau dans le fonctionnement. L'autre démonstration quand même faite par l'épigénétique, c'est cette histoire de la période de latence. Entre l'exposition et l'effet d'une substance, il peut y avoir une période de plusieurs dizaines d'années. Donc il y a des tas de publications très intéressantes qui ont déjà été évoquées un peu ce matin, avec si vous soumettez un animal à des androgènes, et vous allez observer des micro-ARN qui sont modifiés, en particulier les micro-ARN qui jouent un rôle dans l'apoptose. Et si on traite l'animal de J1 à J5 par des xénoestrogènes, il y a une apoptose chronique des cellules germinage à l'âge adulte. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il y a l'effet d'une substance. Manifestement, il y a des micro-ARN, mais qui ne vont pas agir tout de suite. Il y a une période de latence très longue. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période de latence ? Tout ça, c'est à étudier, mais c'est très intéressant. Il y a l'exemple du distilbène, donc, qui est bien connu. Il semble que c'est surtout quand ils ont été exposés entre la 6e et la 17e semaine, donc il y a une fenêtre précise. C'est vrai qu'à partir du moment où on rassemble tout ça, c'est-à-dire la fenêtre, la période de latence, le fait que ce n'est pas une question de dose, mais que c'est une question de moment, le fait que manifestement les expositions répétées ne sont pas du tout comparables à une exposition aiguë, tout ce que vous a été dit ce matin, on voit que la façon dont sont étudiés actuellement les toxiques, en essayant de définir une dose toxique, et puis au-dessus de cette dose, on prend des risques, en dessous de ces doses, on est tranquille, est totalement inefficace pour nous protéger des expositions répétées et chroniques
aboutissant à des maladies chroniques. C'est peut-être à peu près valable pour une intoxication aiguë, et encore. Quand on pense qu'on a mis 100 000 substances toxiques de substances dans notre environnement, qu'on continue à en mettre au moins 1700 par an sans des études qui sont bien faites, on comprend que c'est quand même très difficile d'être à l'abri de ces intoxications chroniques aboutissant, jouant un rôle dans les maladies chroniques. Évidemment, toute l'action du lobbying, ça consiste à revenir toujours à une substance. Comme ça, on met 10 ans ou 20 ans à prouver qu'elle est toxique. Entre-temps, on en a fait une autre à peu près voisine qu'on va remettre à la place. Il n'y aura pas de solution tant qu'on continuera à faire ça substance par substance. Donc, si on tient compte de tout ça, il faut certainement s'y prendre autrement pour étudier les intoxications chroniques. Il faut des études épidémiologiques qui donnent l'alerte. Il faut des modèles animaux. Et il faut des études sur au moins 3 générations pour qu'il y ait une certaine fiabilité. Enfin, est-ce qu'on arrivera à définir des espèces de profils épigénétiques correspondant à un risque ? C'est vrai qu'on pourrait imaginer que s'il y a des modifications épigénétiques sur un gène qui est suppresseur de tumeur et que ça aboutit à inhiber ce gène, ça va augmenter le risque de tumeur, pour schématiser. Mais quand on voit l'importance des modifications épigénétiques, le nombre de gènes concernés, le fait que ça peut être réversible ou pas, le fait que ça peut toucher certains tissus et pas d'autres, la tâche est quand même extrêmement complexe et ardue avant de pouvoir en arriver là. Voilà, donc l'environnement agit en particulier pendant la vie fœtale et postnatale. Les causes sont multifactorielles, il faut arrêter de vouloir démontrer une cause unique, envisager une succession d'événements, et ça commence très tôt, accepter qu'on ne peut pas définir une dose toxique dans les intoxications chroniques. Voilà. Je vous remercie.